Et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui sont pas du tout ce qu'on appelle, réveillés, conscients du monde et cetera, mais qui sont conscients que c'est pas normal qu'on apprenne à des gamins, de comment on se masturbe ou comment machin. Je dis: «Mon fils, il a 12 ans, il a eu ça au collège, je comprends pas» et donc ils sont conscients de tout ça, les gens. Une infirmière en soins palliatifs qui sort un bouquin sur les regrets que les gens ils expriment sur leur lit de mort. Rendre compte de la sagesse et de la bonté qu'il y a dans l'humanité. Amen. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Il s'agit de Céline et Mathias. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kate, bonjour Mathias. Hello. Alors ensemble, nous allons parler solutions, nous allons parler d'avenir, comment co-construire le monde de demain en ces temps de crise et de chaos. Vous êtes des acteurs, vous, de ce milieu depuis plusieurs années. Alors je vais vous présenter très rapidement. Céline, vous êtes membre de plusieurs associations, les Enfants Phares, le journal Le Farandole, l'annuaire Qui fait quoi? Et Mathias, vous êtes musicien, violoniste, réalisateur et fondateur de On passe à l'acte, un média, je vous cite, citoyen indépendant de journalisme constructif. Alors merci à tous les deux d'être présents. Avant de parler concrètement des solutions que l'on peut mettre en place au quotidien, j'aimerais vous poser une première question à tous les deux. Quel est l'événement de votre vie qui vous a poussé à revenir à l'essentiel et à adopter en quelque sorte un autre mode de vie plus indépendant, plus épanouissant? Est-ce que Céline, vous voulez bien commencer? Bah, je peux commencer. Alors je sais pas si c'est un événement en particulier, je pense pas. Moi, ma prise de conscience, elle a eu lieu il y a un peu plus de 3 ans. Elle a été un petit peu guidée, parce que j'ai découvert les activités, on va dire, résistantes d'un ami à moi, en qui j'avais totale confiance et à qui j'ai posé beaucoup de questions par la suite. Et donc du coup, le fait de poser ces questions, m'a menée à réfléchir sur, l'état du monde. C'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à me convaincre, juste qui m'a guidée et plus j'ai pris conscience du monde dans lequel on vivait et plus je me suis rendu compte en fait, de la nécessité d'agir et puis, bah, j'ai eu une dernière prise de conscience, on va dire. Mon basculement, il s'est fait après m'être intéressée au dur sujet, qui est la pédocriminalité et tout ce qui touche les enfants et notamment au travers du film documentaire de Carl Zero, 1/5 et voilà, à partir de ce jour-là, j'ai eu d'abord la sidération comme beaucoup, mais je me suis très, très rapidement rendu compte et ça a été, quelque chose qui m'a vraiment bouleversée dans ma vie, mais bouleversée positivement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde sous-marin qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas et en fait qui s'active pour essayer de rendre les choses plus belles, de remettre le monde sur les rails en fait, parce qu'il a complètement déraillé, volontairement, on va dire et en fait, voilà, depuis ce temps-là, je ne fais que découvrir et chaque jour qui passe, je découvre encore plus d'initiatives, encore plus d'acteurs. Je fais connaissance avec plein de monde et ça m'épanouit complètement. Donc, là où beaucoup, sont un petit peu dans la désolation, moi, je suis passée complètement au stade de la réjouissance totale. Merci pour votre témoignage. Mathias, Moi c'était comment tout a commencé? l'arrivée dans la vie active et le fait d'avoir à décider de faire de s'inscrire dans le long cours dans la vie professionnelle. Euh, ça m'a posé question. J'avais un peu peur de m'enquiller dans des choses qui me conviennent pas, qui soient pas alignées avec moi. Et j'ai dû me poser des questions sur qu'est-ce que vraiment je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment. Et en fait, c'était que des questions et les questions que je me posais, c'était cette humanité qui dit qu'elle fait des trucs super belles, qu'elle est pour la paix, la démocratie, la beauté, toutes ces choses belles, est-ce qu'elle le fait vraiment? Alors si elle le fait vraiment, elle le fait comment? Et parce que bon, bah, en même temps, j'ai des doutes. Je vois des médias qui ne font que faire peur aux gens, qui parlent que de choses catastrophiques. Bon, tiens, bah, je vais prendre mes jambes et mon carnet de notes, et puis je vais aller interroger des gens qui ont décidé de faire des trucs bien dans leur vie. Et ça, à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, bon, ça m'a pris quelques mois pour décider de faire ça, hein. Quelques mois d'introspection, un peu de recul, quoi. Et
à partir du moment où j'ai commencé ça, ça m'a emmené vers, des chemins, imprévisibles, passionnants, des contrées, dingues et des énormes apprentissages, je dirais, je le dis souvent, c'est que ça m'a emmené vers, l'université de la vie. J'ai vécu l'université de la vie à partir de 35 ans, quand j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui décident de faire des trucs bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, chacun à votre tour, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Voilà, les actions et puis aussi, nous présenter, bah, vos associations, vos structures en réalité. Je laisse commencer Mathias, tu es plus ancien que moi dans le domaine. Hem, donc nous, c'était il y a 15 ans, on a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui décident de faire des trucs bien dans la vie. On les appelle aussi des pionniers du sens, on les appelle, des citoyens, inspirants, des citoyens, engagés, des citoyens actifs. On a décidé, attends, mince, j'ai perdu la question parce que je vois plein de monde passer derrière là. C'est quoi la question? C'est, qu'est-ce que vous avez mis en place? Ah oui. Comment vous l'avez mis en place? Voilà, donc là, on Bon. va parler d'en passe, à l'acte, j'imagine. Et donc, en fait, il y a des amis qui m'ont suivi, qui m'ont aidé. On a fini par faire de la vidéo. Très rapidement, on a fait de la vidéo et parce qu'on a trouvé que c'était plus rapide. Puis la vidéo, ça n'existait pas, hein. YouTube, c'était les démarrages. Mmh. Euh, Oui, parce qu'on passe à l'acte, c'est, ça a été créé en 2005, c'est ça? Non? le site, le site, c'est 2010, mais effectivement, le projet a démarré sur papier au départ. Mmh. Et moi, je dis qu'on a 15 ans, mais effectivement, on a un peu plus. Bon, du coup, on s'est retrouvés là, 15 ans après, avec plus de 1000 vidéos sur ces initiatives positives. Et là, a priori, c'est un média associatif de vidéos. Mais en fait, l'histoire s'arrête pas là. Nous, ça nous a emmenés sur des contrées incroyables. On s'est retrouvés aussi, au bout de 10 ans de bénévolat, on s'est retrouvés à avoir envie, à prendre la décision d'œuvrer que dans ce secteur-là. Du coup, 10 ans après, on a monté une société de production de films qui nous a permis de continuer à faire des films, mais cette fois-ci payés sur les initiatives positives. Donc là, c'est plutôt des commandes, des documentaires, des choses comme ça. Et on a aussi créé une coopérative, un tiers-lieu. En fait, c'est tout un mouvement à partir du moment où on s'engage comme ça sur des chemins de traverse, entre guillemets. Et ben, c'est vaste après à décrire, Kate, tout ce qui se passe dans ces collaborations. Rien que la coopérative, qui est une SIC, c'est déjà 25 associés, tous unis autour de ces questions de l'impact sociétal positif, de l'évolution de la société. Pareil, 25 associés pour notre tiers-lieu. Ça fait un tas d'aventures. On a de là ont émergé beaucoup de projets, dont un référentiel d'impact positif que j'adore. Une société de financement des projets à impact. Voilà, ça ne s'est pas arrêté. À partir du moment où on a pris cette décision de faire quelque chose d'aligné, enfin, où j'ai pris cette décision de faire quelque chose d'aligné avec mes valeurs, ça a été une aventure dingue. Et bien sûr que, en quelques mots, on peut pas tout expliquer, mais ce qui n'empêchera pas les spectateurs d'aller se rendre sur le site, internet et d'aller voir effectivement l'évolution parce qu'il y a une espèce de frise chronologique comme ça où on voit, ce qui a été fait et puis, petit à petit tout ce qui s'est mis en place avec les coopératives, les associations, donc effectivement, ceux qui veulent approfondir le sujet, sauront, trouver le lieu pour se renseigner. Et vous, Céline, alors? Alors moi, bah, en fait, donc juste après ma prise de conscience, je me suis retrouvée impliquée, je dirais par hasard, mais c'est le destin qui m'a mis là, dans un collectif.
que j'ai découvert, qui avait le souhait, l'ambition de changer le monde, hein, comme beaucoup. Et bon, je suis pas restée longtemps dans ce collectif, je suis restée un peu plus de 2 mois, parce qu'en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y en avait d'autres. Et j'ai essayé de commencer à faire de la mise en lien entre les collectifs. Donc notamment prendre, des contacts avec des fondateurs ou des référents de collectifs qui agissaient un peu partout, et plus j'en découvrais, plus je me disais: «Mais waouh, mais faut en parler, faut en parler». Donc je suis devenue, avec toute une petite équipe, bon, on est grosso modo, on est une toute petite dizaine. On est devenu un petit média, aussi un peu comme Mathias, mais un peu différent. Au début, on présentait les collectifs, ce qu'ils faisaient pour que les gens sachent, bah, vers où aller, et puis, bah, en fait, on s'est vite élargi, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des collectifs et associations, il y avait aussi des initiatives, des gens inspirants qui font, un peu comme Mathias, on n'a pas été aussi loin que Mathias à aller chercher beaucoup de gens sur le terrain, mais on a aussi des outils, des choses comme ça, et en fait, on s'est mis à les présenter, et depuis peu, donc au travers d'un journal qui s'appelle Le Farandole. Donc notre association, elle existe depuis 1 an maintenant, les Enfants Phares, et elle nous permet en fait de faire passer le Farandole, qui est un journal numérique gratuit et qui restera toujours accessible gratuitement, parce que ce qui nous intéresse, c'est que les gens ils aient accès au contenu et ils voient des solutions, ils voient des idées, des choses inspirantes pour eux-mêmes se mettre en action. Et en fait, on a créé l'association pour pouvoir l'éditer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous remontaient la nécessité de pouvoir l'avoir dans les mains, de pouvoir le lire. C'est pas simple de lire un PDF qui fait une quarantaine de pages sur un écran. Et donc voilà, il y a pas mal de monde qui nous a remonté ça. Et on a eu la chance de croiser la route d'un imprimeur en monnaie libre, parce que la monnaie libre, c'est une monnaie numérique, la June, je ne sais pas si certains connaissent, et qui nous permet aussi d'imprimer à moindre coût, donc pour pouvoir offrir le journal à prix coûtant, on va dire, aux gens, avec les frais d'impression d'envoi. Et donc voilà, on permet aux gens d'accéder. Alors depuis 1 an maintenant, on fait des numéros à thème, enfin un peu plus d'1 an même. On fait des numéros à thème, et on a abordé, je sais pas si je cite les derniers, on a fait un numéro sur l'eau, la santé, la souveraineté. Là, on vient de sortir, enfin on est en train de le sortir, un numéro sur la souveraineté numérique, monétaire, pardon, et le prochain à venir, c'est souveraineté numérique. Enfin bref, on essaye de cibler et d'essayer d'aider les gens à s'y retrouver parmi tout ça, et surtout bah, trouver les moyens d'avancer, quoi. Donc voilà, et ça, et puis à côté, on fait aussi on essaie d'avoir un petit rôle de reliance entre les gens. C'est-à-dire qu'on met les gens en lien, bah, quand on fait connaissance avec eux, on essaye de se dire: «Tiens, bah, toi tu fais ça, peut-être que tu pourrais t'entendre, tu es complémentaire avec un tel», et cetera. Puis après, bah, si des synergies doivent naître, il y a des synergies qui naissent, quoi. Voilà. Alors justement, en parlant de lien, comment vous créez du lien avec les citoyens, avec les autres? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Bah, concrètement, il y a des liens, bon, faits par les réseaux, parce que la distance géographique fait qu'on ne peut pas toujours se rencontrer, mais il y a aussi des rencontres qui se font en présentiel. Après, chacun est libre, d'aller à l'encontre de quelqu'un ou pas. Moi, personnellement, j'apprends à connaître les gens. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, savoir ce que chacun fait, quels sont les enfin, qu'est-ce qui l'anime, quoi, en fait, à chaque fois, et en fonction de ça, bah, il y a des fois, il y a des choses qui me paraissent évidentes, il y a des gens qui me paraît évident de mettre en lien, donc je le fais. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux pas expliquer, dans le sens où c'est naturel. Ça se fait tout seul. Et après, bah, après les gens se rencontrent, après des projets naissent. J'ai vu plusieurs projets naître comme ça, de coopération, entre 2 individus qui se sont rencontrés, alors pas forcément, par mon biais, mais autrement. Et en fait, souvent, bah, on a des beaux outils qui naissent et des choses qui sont utiles à tous. Je sais pas, je pourrais citer comme ça le projet Holy Time. C'est pas moi qui les ai mis en lien, Mathieu et Johan, mais ils ont fait une belle plateforme, qui est une sorte de pied de nez à Doctolib, parce qu'elle est beaucoup plus libre et moins censurée pour les thérapeutes non conventionnés, et conventionnés aussi d'ailleurs, ils peuvent y aller. Et en fait, voilà, c'est un exemple de synergie qui naissent quand les gens se mettent en lien et se rendent compte qu'en fait, ils peuvent faire des projets ensemble. Et ça, c'est magnifique, quoi. Et d'ailleurs, je les ai reçus tous les 2 en studio, donc pour ceux qui veulent aller voir, approfondir le sujet, ils peuvent retrouver, notre entretien, sur notre chaîne YouTube. Mathias, tout à l'heure, vous avez parlé de coopératives qui sont créées autour de On passe à l'acte. Est-ce que le but aussi, c'est de recréer un nouveau système économique, un système économique parallèle aussi? L'idée de la coopérative, c'est autre chose. C'est que, en fait, pour pouvoir créer des équipes, en premier, on pense au bénévolat. Il se trouve que le bénévolat, c'est fragile. C'est aussi les bénévoles, ils veulent s'éclater quelque part entre.
ils veulent vivre des trucs fun, et quand c'est du boulot, bah, ils sont un peu moins là, ils ont tendance il y a du turnover. Donc, euh, euh, vous allez voir où je veux en arriver avec la coopérative, c'est une histoire de faire ensemble. Et donc, je disais, quand on veut faire ensemble, parce qu'il y a besoin de force, parce qu'il y a besoin de compétences, et ben, le bénévolat, il se trouve que ça marche pas si bien que ça. Que le salariat, ben, c'est de plus en plus dur, hein. Nous, on a vécu tout un tas d'époques du salariat. On a vraiment pris cher quand Macron a annulé les contrats aidés. À ce moment-là, on a eu beaucoup de complications financières et fiscales, hein, parce qu'à partir du moment où on n'a plus les emplois aidés, on n'a plus dans les lignes de compte des associations, on a moins de subventions quelque part, parce que les emplois aidés sont considérés comme une subvention. Donc, l'emploi, ça s'est avéré quelque chose de compliqué, et on avait conscience qu'il fallait jouer sur plus de tableaux que ça, que le bénévolat, l'emploi et les volontaires, quoi, hein. Et à ce moment-là, la coopérative, nous on a créé une SIC, hein, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Autour de ces questions de l'impact. Et en fait, c'est pour mieux faire équipe, c'est-à-dire c'est pour avoir des alliés. Moi, j'ai fait ça dans cette idée-là, pour qu'on soit des alliés ensemble autour de projets. Et effectivement, non, c'est pas vraiment un modèle économique, notre coopérative, en tout cas, on n'y est pas encore. C'est plus un hub informel qui nous permet de faire synergie entre nous. Mais en tout cas, c'est du solide, alors que quand c'est associatif, souvent, c'est pas solide. Il va y avoir des équipes qui, l'année d'après, ça change beaucoup. Alors que là, la coopérative, bah, c'est des associés, mine de rien. Ils sont là, ils ont pris des parts dans cette coopérative, et quelque part, ils sont là plus durablement. Voilà, donc c'était, pour répondre, non, c'est pas une histoire de modèle économique, c'est plus une histoire de faire alliance. Alors pourquoi c'est important pour vous de trouver des solutions, de sortir d'un cadre de vie, qui est bien structuré, bien figé, voilà? Pourquoi c'est important de devenir indépendant finalement et de se retrouver comme ça et d'être, voilà, libre, économiquement? Enfin voilà, tout à l'heure, Céline, vous parliez de monnaie verte quelque part, c'est ça? Pourquoi c'est important pour ceux qui nous écoutent? Alors, je dirais que on est dans une société où il y a déjà des carcans, hein. C'est-à-dire que je vais donner un exemple tout bête. On commence la journée le matin. Déjà, la majorité du temps, c'est un réveil qui nous réveille. Qui nous réveille pourquoi? Donc qui perturbe notre cycle de sommeil. On n'est pas du tout au niveau naturel. Et pourquoi? C'est pour aller travailler. Pourquoi on travaille? C'est pour aller ramener de l'argent. Et cet argent, il va faire quoi? Il va nous permettre de vivre. Il y a une expression que je trouve horrible qui s'appelle gagner sa vie. Mais à quel moment on doit gagner sa vie en fait? La vie, on l'a à partir du moment où on vient au monde. Et donc du coup, il y a pas mal de choses comme ça où on se rend compte qu'on est dans une société où on est dicté par des automatismes, on est conditionné à agir. Et le problème, c'est que dès qu'on voudrait agir un peu autrement et suivre un petit peu notre physiologie, nos besoins physiologiques et nos besoins émotionnels aussi, parce que mine de rien, on est quand même pas mal chamboulé au niveau émotionnel. À partir du moment où on se rend compte de tout ça, et qu'on veut mettre des choses en place, on se rend compte qu'on a des freins. Donc des freins économiques, majoritairement, parce que forcément, au niveau financier, bah, c'est quand même la finance qui dirige le monde et qui nous impose, pour pouvoir subvenir à nos besoins, de répondre à ça. Et donc du coup, il y a besoin de s'émanciper, et cette nécessité de s'émanciper, pardon, c'est vraiment pour s'écouter soi-même et pour revenir vers quelque chose de plus naturel. Quand je dis naturel, c'est pas forcément d'aller vivre au fond de la forêt, hein, c'est tout simplement de s'écouter soi et d'être capable de répondre à nos besoins, notamment aussi avec les enfants. Quand on voit bien les enfants aujourd'hui, je veux dire, c'est pas, on leur empêche dès le départ, on leur impose de faire telle chose, ils peuvent pas s'exprimer naturellement, ils posent des questions, on leur dit non, non, t'as pas le droit de poser des questions, il faut que tu penses comme ça. Voilà, c'est quand même problématique. Donc du coup, au final, pourquoi c'est nécessaire de s'émanciper? C'est déjà pour essayer de se retrouver soi-même et de se sentir mieux. Et la deuxième raison, c'est quand même ne plus subir un système et ne plus l'alimenter. C'est tout bête, hein, mais si on commence à s'émanciper, à faire des choses autrement, avec des alternatives, eh ben déjà on le subit moins parce qu'on trouve d'autres manières de faire et on arrête de l'alimenter. Donc du coup, on lui donne moins de pouvoir sur nous, sur les autres.
Et collectivement, quand on y parvient, parce qu'il y a l'émancipation individuelle et collective, si collectivement on y parvient, là, on met un gros coup de pied dans la fourmilière en leur disant stop, on ne veut plus subir. Donc voilà, je pourrais donner des exemples concrets, mais je vais d'abord laisser Mathias s'il veut s'exprimer sur ce dossier-là aussi. Moi, j'ai envie de dire, alors, à la question, pourquoi se libérer, pourquoi chercher d'autres manières d'informer, moi, j'ai envie de répondre qu'il y a 3 axes pour moi. C'est un, le pouvoir d'agir, restaurer du pouvoir d'agir chez les citoyens à chaque niveau possible de l'humanité. C'est rendre compte de la variété. Il y a une variété immense de capacités d'agir et d'intelligence et de force de proposition. Et enfin, ça a à voir avec la sagesse et le soin à la vie. Euh, euh, quand quelqu'un décide de faire quelque chose de chouette dans la vie ou prend une décision, c'est souvent une décision éthique, et donc il y a des histoires de sagesse et de soin à la vie. Alors, du coup, ça, c'est mes 3 réponses. Je développe un tout petit peu. La première, c'était le pouvoir d'agir. Je vous ai parlé d'un référentiel d'impact positif qu'on a fini par produire. Et dans ce référentiel d'impact, il y a un axe, il y a un indicateur qui s'appelle la qualité de l'information qu'on produit. Eh bien, la qualité de l'information qu'on produit, nous, on a un niveau malus qui est faire peur aux gens. C'est la pire des informations qu'on produit. Et un niveau, alors malus, je le mets en bas. Malus, voilà, il est en bas. Et le bonus, le meilleur niveau de la qualité de l'information qu'on produit, c'est quand ça donne envie d'agir aux autres. Quand ça libère le pouvoir d'agir. C'est inspirant. Ouais. Et du coup, pourquoi produire de l'information qui donne envie d'agir et qui fait pas peur aux gens? Eh ben voilà, en fait, la réponse, elle est évidente. On a envie de participer à la production d'une information qui libère le pouvoir d'agir. Ça, c'est ma première réponse. Deuxième réponse, c'était la variété. Eh bien, voyez, l'axe de responsabilité sociétale qui est diffusé par nos médias grand public, ça va être des axes très, très, très restreints. Ça va être l'écologie et puis le climat, mais en même temps, c'est un peu les deux en même temps. Et c'est qu'un seul axe, et c'est qu'une seule information, et on est censé faire tous la même chose. Eh bien, quand on s'intéresse à l'information positive, constructive, qu'on rencontre les gens qui passent à l'acte de leurs décisions éthiques, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir. La réalité du terrain n'a rien à voir avec un seul axe. C'est en fait une foultitude d'axes. Et c'est une foultitude de façons d'agir. Donc pourquoi se libérer? Pourquoi libérer l'information? C'est pour rendre compte de cette richesse. Il y a une biodiversité dans les humains, et dans leurs décisions éthiques, ça se reflète exactement. Il y a énormément d'initiatives positives et d'axes différents. Quand on fait quelque chose de monolithique avec un seul axe de réaction dans la vie, c'est qu'on n'est pas loin de quelque chose qui ne va pas du tout, hein, de dire aux gens il faut faire qu'une seule chose. Ça, c'est terrible. Donc, pourquoi se libérer? Pour rendre compte de la variété des solutions, de la variété des réactions, de la variété du vivant. Et mon troisième axe, c'était la sensibilité au vivant, la sagesse et le soin à la vie qu'il y a derrière tout ça. Eh bien, nous, on aimait l'hypothèse, à force d'avoir rencontré des gens d'avoir rencontré cette variété, d'avoir appris auprès d'eux, on aimait l'hypothèse que les décisions éthiques de chacun, de chaque être qui décide de faire quelque chose dans sa vie, eh bien, on aimait l'hypothèse que ça dépend de la sensibilité au vivant de chacun. La sensibilité au vivant, de ce qu'il a vécu, son histoire. Bon, ça fait que chaque être humain, quand il prend une décision éthique, c'est vraiment la sienne. Et comme c'est lié à la sensibilité au vivant, on émet l'hypothèse que de toute façon, c'est positif pour le monde. Et là, derrière tout ça, il y a toute une sagesse de présence au monde, il y a toute une sagesse de soin au vivant, de respect
des choses de l'ordre du sacré de la vie, hein, mais au sens sacré, au sens générique. Le vivant, c'est sacré, c'est beau, c'est tellement varié, c'est tellement de promesses, d'abondance. Bon, eh bien, le troisième axe, par rapport à se libérer et produire de l'information positive, c'est cette histoire de rendre compte de la sagesse et de la bonté qu'il y a dans l'humanité. Amen. Moi, je reviendrai aussi, alors c'est très beau et tout à l'heure, je ferai un peu une petite conclusion parce que je trouve que finalement, ce qu'on fait chacun de notre côté, ça se rejoint aussi, hein, même si, nous, on est un média, et bah, ça rejoint un peu ce que vous dites, hein, l'éthique et tout, enfin, toutes les valeurs dont vous venez de parler, moi, ça me parle concrètement. Mais je veux qu'on approfondisse sur le conditionnement. Céline, vous en avez parlé tout à l'heure. Et effectivement, la vie nous conditionne de manière à ce que cette éthique, en fait, disparaisse de nos vies, qu'on ne se rende plus compte de cette beauté, à la fois, de la nature, des uns et des autres. Il y a un film documentaire, vous l'avez produit ce film documentaire, Les artistes de la vie? Oui, C'est produit et réalisé. et il y a, dans la bande annonce, il y a un monsieur qui dit une phrase et et pour moi, c'est complètement parlant. Ce monsieur, qui est d'un certain âge quand même, il dit: «95 des personnes sur terre meurent dans la tristesse de leur vie. Moi, je veux être dans les 5 ». Ah bah, c'est tellement parlant. C'est tellement parlant. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi qui vous anime finalement? C'est de se dire: «Je donne un sens à ma vie», mais un véritable sens? Oui, alors pour revenir à ça, ouais, le conditionnement, c'est tout à fait vrai. Quand j'ai eu ma prise de conscience, moi, donc moi, elle a été guidée progressivement en plusieurs semaines à parler. Et c'est vrai que c'est une des questions que l'ami qui m'a amené là m'avait posée à l'époque. Il m'avait dit, mais c'est quoi ton rôle dans la vie? Tu t'es jamais posé la question de quel était ton rôle sur Terre? Sur le moment, à l'époque, je me suis dit, mais bah, mon rôle, j'en sais rien, moi. Je sais pas, je fais tel métier, je suis maman, enfin, ça me paraissait bizarre comme question, en fait. Et puis, petit à petit, ça a cheminé parce que je me suis dit: «Pourquoi il m'a posé cette question? Mais c'est quoi justement cette histoire de rôle sur terre?» Et sans avoir, forcément à se définir un rôle en se disant, tac, 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 c'est vrai qu'on en vient à réfléchir à l'essence de la vie et pourquoi je suis fait? Pourquoi je suis doué? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me fait vibrer? Et j'ai réalisé quelque chose, c'est que, et donc là, j'en viens au conditionnement, c'est que quand on est conditionné, on fait des choses par habitude, par obligation, parce qu'on nous a dit que c'était bien de le faire. Et donc on s'est mis dans la tête que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais on réfléchit pas qu'on peut sortir, think out of the box, comme on dit, sortir de la boîte et voir autrement. Et en fait, à partir du moment où on commence à sortir de ce carcan et de se dire: «Ah mais ouais, mais en fait, je peux faire ça et si je fais ç wow, c'est génial!» Et donc, je vais donner des exemples tout bêtes. Le conditionnement de l'argent, quand on commence à s'intéresser aux alternatives financières, monétaires qui existent, on peut se débancariser. Ce qui fait quoi? La débancarisation, elle offre plein de choses, hein. Elle offre qu'on peut plus nous ponctionner, comme ça. C'est-à-dire que si demain, l'État a envie de se servir pour aller financer une guerre, bah, il pourra toujours y aller, il y aura rien sur mon compte, il y aura rien à ponctionner parce que on l'aura mis en sécurité. Si demain, on a envie de nous faire ce qu'on appelle les SATD, les saisies à tiers détenteurs, parce qu'on a refusé, par exemple, quelque chose qui nous paraissait légal n'est pas moral. Il y a des fois des lois qu'on peut être amené à enfreindre pour des raisons morales. Et donc, il y en a eu pas mal ces dernières années que des gens auraient voulu. Voilà. Et on se prend des fois des amendes pour des raisons qui ne sont pas viables. Et ben, on peut dire non vis-à-vis de ça. Et inversement, il y a pas mal de. Enfin, dans la foulée, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être faites parce qu'on a retrouvé une souveraineté et qu'on a mis nos acquis en sécurité. Et il y a aussi possibilité de payer de pair à pair. Avec la monnaie libre comme la June, on peut s'organiser en, c'est pas des coopératives, mais on peut s'organiser au niveau réseau local, créer des réseaux et faire en sorte de, bah, toi tu fais tel service, moi je te paye comme ça. C'est pas
Il y en a beaucoup qui vont dire: «Ouais, c'est du black». Non, c'est du rendre service, sauf qu'on s'est donné une monnaie alternative pour pouvoir se permettre de quantifier les choses. Parce qu'on s'est rendu compte que, comme disait tout à l'heure Mathias, le bénévolat et le don de soi, qui devrait normalement être quelque chose de naturel, hein, je pense au projet Mosika qui valorise cette chose-là. Mosika, c'est un monde sans argent. C'est quelque chose qui est beau et qui est naturel. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas encore applicable parce qu'on est conditionné à quantifier la valeur de nos actes, tout simplement. Et donc, petit à petit, on peut tendre vers des choses plus belles, vers le troc, vers le don, en utilisant des outils comme les monnaies libres, comme des monnaies qui s'utilisent de pair à pair. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'État qui vient taxer, parce que c'est pareil, tout ce qu'on donne à l'État, la TVA, les taxes diverses, les impôts, les machins, on sait très bien que cet argent, il ne va pas où il va très peu financer ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire nos services publics. Et par contre, ça va financer, voilà. À partir du moment où on prend conscience que ça part dans les banques, ça part ailleurs, on se dit, on n'a plus envie de cautionner tout ça. Donc, je ne sais pas si je me suis trop éloignée de la question, mais voilà, le conditionnement, il fait que depuis le début, on nous conditionne, par exemple, on nous conditionne à croire que les impôts sont obligatoires. Ben, regardez les lois, c'est pas obligatoire. C'est bien écrit noir sur blanc que c'est pas obligatoire de payer les impôts. Après, je conseillerais pas aux gens de s'arrêter de payer les impôts du jour au lendemain sans s'être préparé un minimum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours possibilité d'aller au-delà du conditionnement et de comprendre qu'on peut faire autrement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. On est conditionné par une société qui nous met des carcans dès le plus jeune âge à l'école. Mais si on regarde, pour tous ceux qui sont parents, ils comprendront ce que je veux dire. Si on regarde nos enfants, quand ils grandissent, le nombre de fois où ils posent des questions légitimes qui peuvent paraître bêtes et innocentes, mais en fait elles sont innocentes parce qu'elles ne sont pas encore empreintes de ce conditionnement, on se rend compte en fait ils ont raison. Les moindres petites remarques qu'ils nous font, ils ont raison. Et si on les conditionne trop à dire ouais mais non c'est pas comme ça qu'il faut faire, on perd petit à petit l'essence naturelle, le vivant qui est en nous parce qu'on s'en éloigne tout simplement. Voilà. Vous, Mathias, Céline parlait de débancarisation. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans ce processus-là? Est-ce que la monnaie libre, justement, vous l'utilisez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Nous, on a toujours été à fond de... Si vous voulez, je vous ai dit que j'étais à l'université de la vie pendant ces 15 ans. Et ce que ça m'a... L'université de la vie une chose que m'ont transmis tous ces gens qui décident de faire des trucs bien dans leur vie, c'est que il faut être équilibré dans la vie. En fait, ils transmettent le fait qu'ils sont équilibrés. Ils sont équilibrés entre quoi? Ils sont équilibrés entre leur côté idéaliste, le rêve, l'idéal, et leur côté pragmatique, le réel. C'est ça qu'ils m'ont appris. Et or, on est souvent un peu fractionné entre les choses, entre les polarités. Et on va dire, soit je suis un idéaliste, soit je suis un pragmatique, soit je suis... Bon. Et donc, ils nous ont vachement appris à réconcilier les polarités. Et dans cette réconciliation, nous, ce qu'on a dit, on a pris une position très claire que comprenaient pas toujours les gens qui pouvaient passer, qu'on pouvait rencontrer, c'est qu'on s'est dit, nous, on veut utiliser l'argent, on veut utiliser la technologie et qu'elle nous serve à faire des choses positives. Et on veut servir aux gens à faire des choses positives. Cela dit, on est arrivé à un sommet pour moi de crise sociétale aujourd'hui où une sorte d'esclavage de l'humanité se révèle. Pour moi, les 5 dernières années, elles montrent ça. Elles montrent que le bien des peuples, c'est pas forcément à l'ordre du jour et que, mine de rien, l'argent est avant tout, au lieu d'être un outil économique, est bien souvent un outil d'esclavage. À ce moment-là, effectivement, il faut passer sur un autre paradigme. C'est-à-dire, il faut faire les deux. Il faut se dire qu'on utilise la technologie et les forces économiques pour agir positivement et sauver notre peau, parce qu'à partir du moment où le but du jeu, c'est d'esclavager les peuples, alors là, il faut carrément passer en mode sans échec et trouver des alternatives et trouver à ne pas se faire exploser. Parce que si jamais, pour financer des guerres, ils siphonnent les comptes des gens, faut enlever son argent des banques, ça c'est clair. Voilà, donc je réponds les deux. Par rapport à la question qui était le sens, 95% des gens meurent dans la tristesse
de leur vie. Moi, je veux être dans les 5% qui est à sa place et qui a la patate d'être à sa place. C'est ce que dit Guy Cloutier dans le teaser de Artistes de la vie. Pour répondre à ça, moi, j'ai envie de dire que oui, trouver sa voie, c'est vraiment un objectif. Et comme dit Céline, se conformer à la norme, c'est ce que appelle Jung la normose. Hein. Carrément, Jung dit que Jung, qui était pas un rival, mais un antagoniste à Freud, ils ont beaucoup débattu toute leur vie, Freud et Jung. Freud qui dit, eh bien, j'étudie les maladies pour normer les gens qui rentrent dans un courant normal et qui ne soient pas hors norme dans la maladie. Jung répond, non, le courant normal, c'est la maladie. C'est là où on devient malade. C'est là où on perd notre côté vivant et notre énergie de vie. Il ne faut surtout pas aller dans la normose. Il faut être qui on est. Et donc, il nomme un mot, une maladie, il appelle ça la normose. Et ça, on ne l'a pas beaucoup dans la pensée, puisqu'en fait, on est plutôt une société où Freud a été distribué à max. Et Jung, pas beaucoup. Dans les facs, dans tout ce qu'on veut. Hein. Et donc... il faut avoir conscience que la normose, ça peut être très grave, ça peut nous faire déprimer, ça peut nous éteindre, ça peut nous faire mourir, on peut mourir dans la normose, effectivement. Et donc, trouver sa voie, c'est vraiment, je pense, quelque chose de l'ordre du sens de la vie, trouver sa voie. Ensuite, par rapport à cette question sur être dans les 5% de ceux qui sont à leur place et qui sont dans la joie, c'est ce que dit Frédéric Lenoir quand on l'interviewe dans Artistes de la vie. Il dit, en fait, on ne peut pas juste penser qu'à soi. Hein, et se sentir utile et force de proposition pour le monde, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Et donc, trouver sa place et contribuer. Deuxième réponse. Et puis, troisième réponse, moi j'adore ce travail qu'a fait Bronnie Ware, l'infirmière en gériatrie, qui a écrit le livre Les 5 regrets des mourants. Et donc ça témoigne de ça, je vais juste vous les lire. Donc, faut imaginer une infirmière en gériatrie, en soins palliatifs, pardon. Une infirmière en soins palliatifs qui sort un bouquin sur les regrets que les gens ils expriment sur leur lit de mort. Et alors, les 5 qu'ils expriment, c'est le top 1, c'est « J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, non pas celle que les autres attendaient de moi. » Donc, en premier, ils regrettent d'avoir vécu une autre vie que la leur. C'est quand même énorme. En deuxième, ils disent « J'aurais aimé avoir travaillé moins dur », c'est-à-dire avoir consacré moins de mon temps au travail. Là, il faut imaginer travail au sens industrie, hein, d'avoir participé à l'industrie toute sa vie, et ils auraient aimé le faire moins. Et moi, je sépare là, à cet endroit-là, parce que je pense que dans la vie, on n'est pas obligé de travailler, on peut aussi œuvrer. Donc, je précise que je suppose que quand ils disent « j'aurais aimé travailler moins dur », ils auraient aimé travailler moins dur pour l'industrie, mais je pense que au contraire, on rêve de œuvrer toujours plus. Troisième... je fais une petite parenthèse sur ça et les gens peuvent aller regarder les statistiques. On s'aperçoit quand même que beaucoup de personnes qui, en prenant leur retraite, tombent très rapidement malades parce que ça rejoint un peu ça. J'ai travaillé trop dur. Et ça, dans les statistiques, ça se voit. Et généralement, ils tombent gravement malades. Ce ne sont pas des petites maladies. Ouais. Et puis, 5, 6, 10 ans après, ils meurent. Voilà. Je pense que ça rejoint peut-être cette pensée. Pardon pour la parenthèse. Ouais, carrément. Ou aussi, ils perdent leur béquille. Le travail, les habitudes, c'est des béquilles. Et puis, d'un seul coup, quand cette béquille s'en va, on se retrouve avec le vide. Troisième regret des mourants, sur 5, le troisième, c'est « J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments plutôt que de me conformer quelque part. » C'est-à-dire exprimer des désaccords, exprimer aussi l'amour, exprimer ce qu'on a à exprimer. Le quatrième regret des mourants, c'est « J'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis », donc cultiver l'amitié.
Et le 5e regret des mourants, vous allez voir, ça boucle avec le premier que j'ai dit tout à l'heure, c'est, ils disent, j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. C'est-à-dire, moi, je relis ça tout de suite à trouver sa voie et donner du sens à son existence. Mais c'est tellement juste. C'est tellement juste. Et moi, c'est pour ça aussi que je trouve ça important. Quand je parle de s'émanciper, c'est pas seulement pour, c'est sûr, pour pas subir et plus alimenter, mais ça nous offre des perspectives derrière. Ça offre des perspectives parce qu'à partir du moment où on ne subit plus quelque chose, on n'a plus peur de subir. On peut se permettre d'aller sur les chemins de traverse, on peut se permettre d'aller ailleurs parce qu'on a trouvé des alternatives qui nous permettent de devenir soi, en fait, juste de s'écouter et de devenir ce qu'on est. Et je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure qui est très juste, Mathias, c'est qu'on vit dans une pensée, on vit dans une pensée binaire, c'est-à-dire que c'est soit on est pour, soit on est contre, soit on se soumet, enfin on prend quelque chose, mais on doit se soumettre à ce qui est le mode d'utilisation normal, on va dire, soit on boycotte parce qu'on n'a pas d'autre choix. Les outils numériques, c'est un excellent exemple. Et je suis en train de faire un truc sur le numérique, donc je sais de quoi je parle. Les outils numériques, tout le monde on a une technophobie instrumentalisée qui est entretenue, hein, faut dire ce qui est. C'est-à-dire que grosso modo, on n'y voit que le mal. Il n'y a pas que du mal. Il y a tellement de belles choses qui peuvent être faites. Et j'ai des développeurs qui, à juste titre, me rappellent qu'en fait, par exemple, je vais parler de l'open source. L'open source, c'est un moyen où le code, il est libre d'accès. Tout le monde peut le prendre, tout le monde peut le travailler, tout le monde peut ajouter son code. C'est un travail collectif, coopératif. Et au final, quand on rajoute des lignes de code qui ont été codées, chacun fait ça de manière unilatérale et individuelle. Et en fait, il rajoute de quoi améliorer le logiciel de base par la propre volonté de faire quelque chose de beau, en fait. Et à la fin, on a des choses qui sont beaucoup plus belles que ce qui a été sorti à côté par des entreprises, par des grands groupes financiers, qui d'ailleurs finalement finissent par se réapproprier ce code libre, et puis ils remettent une couche par-dessus pour proposer leur logiciel, leur système d'exploitation, etc., etc. Et cette open source, cette manière de travailler ensemble, c'est l'intelligence collective. Et en fait, on se rend compte que cet outil, mais il n'appartient pas aux grands groupes qui nous le vendent. Il appartient à nous et on a les capacités de le reprendre et de s'en servir pour faire de la beauté, pour faire des choses, pour que l'innovation ne soit pas réservée exclusivement à ceux qui ont envie de nous la vendre. L'innovation, c'est nous, la créativité, c'est nous. C'est pas ceux qui sont là, eux, ils font que pomper notre énergie, notre créativité, etc. Et donc, non, on n'est pas dans un monde binaire. C'est pas soit on fait ça, soit on boycotte. Non, on peut se servir de tout. Et donc, pour devenir soi, c'est important de savoir ce qu'on est capable de faire pour ne plus avoir de carcan, en fait, ou tout du moins les réduire à un maximum. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont compliquées à mettre en place, et c'est chacun à son rythme, chacun à sa manière, en fonction de ce dont il a besoin, quoi, et de sa situation. Alors, nous, sur le Média en 442, en tout cas, moi, je le rappelle souvent, hein, cette espèce de dichotomie dans laquelle on nous entretient et qu'on entretient, hein, constamment, hein, sur tous les domaines d'ailleurs, que ce soit en politique, en géopolitique, en santé, dans tous les domaines. C'est peut-être là aussi, voilà, la solution aussi aux citoyens, aux spectateurs qui nous écoutent, de sortir de ça, de ce carcan. Est-ce que finalement, on peut trouver une indépendance, une autonomie dans tous les domaines qui existent? Alors, Donc on a parlé de la finance, on a un peu parlé de santé légèrement. une indépendance totale, tout dépend dans quel cadre de vie on veut aller et tout dépend aussi de son contexte. Mais on peut moi, je pense que c'est pas intéressant d'être complètement indépendant et de se retirer du système. Je pense qu'il faut avoir un pied dedans, un pied dehors, comme disait Mathias tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, il y a des projets qu'on va vouloir monter. Si on va acheter un terrain, malheureusement, il nous faudra de l'argent. On n'a pas le choix. Pour l'instant, on est encore dans un système où c'est difficile de récupérer, d'avoir des terres allodiales. Enfin bref, c'est encore compliqué. Donc, du coup, c'est bien. Alors si on prend par exemple le pan de l'éducation, par exemple, on a rapidement évoqué les Ouais. enfants. Bon, L'éducation. en ce moment, en plus, à la rentrée, on va voir ce que va donner le programme là, EVARS, là, par exemple. Ouais. Voilà, on est parents, on a de jeunes enfants. Ouais, alors on a plusieurs choix alors j'ai fait tout un dossier aussi sur la scolarisation. Bon, forcément, l'instruction en famille, donc ce qui est l'école à la maison, ça devient de plus en plus compliqué et il y a des barrières. Avant, on avait juste à déclarer, maintenant il faut il faut avoir le droit de le faire. Donc les barrières sont telles que ça devient compliqué et que même si c'est une voie qui est
sympathique, ça devient, difficile et donc c'est pas forcément la voie la plus simple pour les parents. En plus de ça, il faut être disponible. Ça a aussi des petites contraintes, à côté pour, les enfants dans le sens où ils ont peut-être moins de sociabilisation avec le monde qui les entoure, même si je sais qu'il y en a beaucoup de parents qui font le nécessaire pour les sociabiliser, donc c'est pas un souci. Bref, l'instruction en famille, c'est très bien, mais ça devient difficile. Donc, qu'est-ce qu'on a comme choix? Alors, il faut savoir que j'ai découvert il y a peu qu'on pouvait monter des micro-écoles. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver un enseignant, et il y en a beaucoup, des enseignants qui en ont ras-le-bol de l'enseignement public, qui veut se reconvertir, qui a au moins 5 ans d'exercice dans l'enseignement public. À partir du moment où il a eu au moins 5 ans d'expérience, il peut devenir soit directeur, soit enseignant dans une micro-école. Et une micro-école, c'est quoi? C'est 6 individus maximum, 6 ou 7, j'ai un doute. J'avais retenu 4 ou 5 enfants, donc ouais, ça doit être 6 ou 7. Individus maximum au sein d'un... En fait, grosso modo, c'est comme si on faisait assistant maternel à la maison. Donc, on utilise un local domicile et on fait l'école pour 5, 6 enfants grand maximum dans cet endroit-là, avec un ancien enseignant du système public. Et donc, ces micro-écoles, bon, pour les financer, il faut pouvoir payer l'enseignant à hauteur de ses besoins. Faut savoir que l'école, quand c'est à la maison ou quand c'est dans ce genre de micro-école, c'est pas des journées de 8 heures. Hein. Pour un minimum d'enfants comme ça, des demi-journées peuvent suffire pour leur apporter le programme parce que comme ils sont beaucoup moins nombreux, on arrive à s'adapter à eux. Et donc, du coup, on peut avoir des frais, des parents se cotisent pour payer l'enseignant chaque mois, etc. Et sous couvert, il y a tout une manière de faire. On a partagé le PDF qui avait été fait par des gens qui avaient partagé ça en open source encore. Tout le monde peut y participer. Bref, les micro-écoles sont une solution, par exemple, pour ceux qui préfèrent le modèle à l'école en famille et qui peuvent pas forcément les mettre, qui veulent pas forcément les mettre à l'école. Après, il y a les écoles alternatives, tout ce qui est hors contrat. Alors ça, c'est des écoles qui en général sont géniales, qui ont complètement d'autres pédagogies. Les enfants sont mis au centre de l'éducation et ça, c'est merveilleux. Le problème, c'est le coût. C'est-à-dire que ces écoles-là, comme elles sont hors contrat, aucun contrat avec l'État, elles n'ont aucune subvention. Donc, qui dit aucune subvention dit qu'il y a des charges. Des charges, et donc, du coup, c'est les parents qui doivent payer ces charges. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le coût, qui trouvent difficile à atteindre. Je suis d'accord. Maintenant, moi, j'ai mis mes filles pendant 2 ans dans ce genre d'école. J'en suis ravie. Je regrette d'avoir dû les retirer pour des raisons financières, malheureusement, parce que je ne pouvais plus assumer leur présence là-bas. Mais je ne regrette absolument pas les 2 ans qu'elles ont passé là-bas, qui leur ont donné des bases solides. Et je sais que c'est pas facile, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Je sais qu'il y a des écoles qui ont besoin de coups de main pour plein de choses. Et on peut des fois négocier avec les gens qui ont ce genre d'école pour fournir d'autres aides et en contrepartie baisser les frais, etc. Enfin, voilà, c'est souvent des gens ouverts, donc c'est vachement intéressant. Et après, il y a le gros pan de l'école publique. Alors ça, c'est une majorité d'entre nous qui devons mettre nos enfants à l'école publique, notamment quand les finances ne suivent pas. Et c'est pas pour autant que c'est foutu. Là, on parle des programmes EVARS. Il y a des collectifs comme les parents en colère, comme les mamans louves, qui font des courriers types, qui donnent des initiatives, qui montrent comment faire, qui montrent qu'on peut aller voir. Et là, je vais même sortir de ces collectifs, parce qu'à la limite, admettons qu'on se dise, ouais, mais quand je vais les voir comme ça, on me prend pour une folle et on ne s'investit plus. Dans les écoles, là, depuis que mes filles elles sont nées, que je les ai mises à l'école, parce qu'elles ont été publiques, hors contrat et republiques, je remarque une chose, c'est que les associations de parents d'élèves, il y a rien en parents. Les parents délèguent complètement, ne s'investissent plus dans l'éducation de leurs enfants, dans le système éducatif de leurs enfants. Et donc du coup, c'est à nous d'aller réinvestir ces associations. C'est à nous d'aller vers les autres parents, d'aller leur parler, d'organiser des choses conviviales pour tisser des liens amicaux ou tout du moins des liens forts. Et le jour où il y a un truc, on est capable d'en parler ensemble, pas sous couvert d'un truc complotiste, mais juste en disant, mais ça me paraît pas normal. Ça vous paraît normal? Ça, vous avez entendu ça? Et de faire réfléchir les gens. Et quand les gens vont réfléchir, ils se disent, oui, c'est vrai que c'est moyen quand même, c'est moyen. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, hein, je suis sur des groupes liés à ma profession, et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui sont pas du tout ce qu'on appelle réveillés, conscients du monde, etc., mais qui sont conscients que c'est pas normal qu'on apprenne à des gamins de comment on se masturbe ou comment machin. Je dis, mon fils, il a 12 ans, il a eu ça au collège, je comprends pas. Et donc, ils sont conscients de tout ça, les gens. Et je pense qu'on peut les amener à réfléchir et à faire des papiers. Moi, j'ai réussi à mobiliser les parents d'élèves à l'époque sur d'autres sujets, mais juste en leur disant, voilà, vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on ne ferait pas un courrier à l'inspection, au rectorat, au proviseur de l'école, enfin, directeur de l'école, pour lui expliquer? Donc voilà, il y a des méthodes de faire. Le truc, c'est que la majorité des gens partent tout de suite bien en tête que
il faut faire la guerre à ça. C'est pas faire la guerre à ça, c'est faire la paix avec les gens qui sont autour pour retrouver une manière de faire ensemble, de faire société ensemble et de s'opposer naturellement à des choses qui ne sont pas acceptables, tout simplement. Mais pour ça, il faut de la pédagogie et il faut apprendre à taire la colère qui est en soi. Et je pense que c'est le plus compliqué, c'est la quête de soi, c'est se retrouver soi-même. Et on revient sur ce qu'on a dit juste avant, que être soi, c'est important pour se retrouver, pour être bien. Donc, ouais, l'émancipation individuelle, elle mène petit à petit à aller vers le collectif quand on a réussi déjà soi-même à se sentir mieux. Voilà. Bah, je suis entièrement d'accord. Moi, je vais raconter une petite anecdote. Je fais partie des parents d'élèves. Alors moi, je m'investis effectivement comme ce que pour ces raisons-là, en fait, Céline. Donc, je vous rejoins, mais entièrement. Et là, dans le prochain conseil d'école, j'ai demandé à ce que au conseil, à l'ordre du jour, soit ajouté le programme EVARS. Et ben, aucun parent ne savait ce Ben que non, mais non, c'était. Personne ne ben non. savait. Personne ne savait. Et vrai que c'est pas en allant à la confrontation, c'est en amenant du dialogue et en faisant réfléchir les gens, on va pouvoir peut-être dégoupiller cette situation. Bon, c'était juste une parenthèse, ça m'a fait Mais sourire oui, parce mais que tout à ça fait. m'a rappelé un peu Les mon expérience C'est la personnelle, quoi. méconnaissance, la majorité du temps, qui mène les gens à Mmh. suivre les carcans parce qu'on leur a dit de faire ça et puis un jour, ils le découvrent, le soir même parce que leur enfant rentre et leur raconte ce qu'il a vécu à l'école ou alors ils découvrent qu'il est complètement perturbé, ils comprennent pas pourquoi. Bien sûr que les gens sont pas au courant, on on est au courant dans le sens où c'est annoncé par endroits, mais en fait, les gens ont pas conscience de ce que ça représente. Ils se disent: «Bon, bah, l'éducation à la sexualité, c'est pour les protéger». Bah, c'est toujours sous couvert de protection, hein. Pourquoi on met des caméras partout? C'est pour nous protéger. Pourquoi on nous prend tout le temps au-dessus de la limite à 1 km/h au-dessus de la limite, c'est pour nous protéger. Tout ça, c'est des mesures qui sont faites sous couvert de bon sens de faire des choses bien. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est pas du tout l'intention derrière. Ou tout du moins, c'est détourné, quoi. Bah, pour rester sur les enfants, Mathias, vous avez, alors est-ce que l'association, votre association a contribué à la création de cette marque BioViva? Parce que BioViva, j'ai envie qu'on en parle, une société qui est là pour promouvoir des jeux éthiques, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc donc on est sur les enfants, voilà, j'ai envie qu'on parle de cette marque de jeux de société. Ce sont des jeux de société, hein, BioViva. Oui, alors on n'a pas du tout contribué à créer BioViva, c'est plutôt BioViva qui a rejoint notre coopérative. Et du coup, BioViva, vous pourrez le voir hein, dans les rayons de jeux, ce sont des jeux qui développent la connaissance de la biodiversité, l'écologie, et ce sont des jeux intelligents quelque part. Euh, et, euh, et voilà, c'est Thierry Winstel qui est pas loin de chez nous, là, près de Montpellier, qui est fondateur de BioViva et qui a rejoint la coopérative. Alors, bon, il n'a pas beaucoup de temps. À chaque fois, il dit « Ouais, bon, je suis trop pris, j'arrive pas à participer à la coopérative. » Bah, c'est normal quand on D'accord, mais c'était important pour vous qu'une marque comme ça vous rejoigne? C'est vraiment l'idée des alliances, c'est-à-dire que que je propose régulièrement à des partenaires de rejoindre la coopérative en expliquant ça, hein, que ça permet de pérenniser une alliance, puis tôt ou tard de pouvoir créer des projets ensemble. Voilà. Thierry, lui, il a été très interpellé par la sortie du film Artistes de la vie. Il voulait aider à ce qu'il soit diffusé dans les lycées parce que son jeune fils avait été en terminale à l'époque. Il disait tiens, je vois mon fils qui sait pas trop comment faire, qu'est-ce qu'il va choisir comme direction dans la vie. Des films comme ça, c'est vachement utile. Bon voilà, ça a été l'anecdote qui fait qu'on est rentré en contact. Et quand j'ai vu, en fait, quand je découvre cette motivation chez certains et qui en plus ont du pouvoir d'agir et de la technicité dans la vie, et automatiquement je leur dis bah viens dans notre coopérative pour qu'on œuvre ensemble. Et comment tous les deux, alors Céline et Mathias, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous collaborez ensemble? Ah bah, c'est Johan. C'est Johan Fakra qui nous a mis en lien. Ça fait un moment qu'il me parlait de Mathias, mais à chaque fois, il me disait: «Ah, faut que je vous mette en lien», mais ça se faisait pas. Bon, c'était pas encore le moment, faut croire et bah, évidemment, ça a matché tout de suite parce qu'on a des visions, complémentaires, Mathias et moi.
Lui, il voit plutôt un modèle sociétal, en fait. Il aide à voir enfin, il aide les gens à voir ce modèle sociétal vers lequel on pourrait tendre si on se mettait en avant. Et moi, j'ai plutôt tendance à inciter les gens à agir individuellement pour leur propre foyer, de manière à plus tard, aller vers quelque chose de collectif, bien sûr. Mais je pense que c'est important que, chaque foyer s'approprie sa propre, indépendance, sa propre émancipation, sa propre souveraineté, comme on aime bien utiliser ce terme, même s'il est un peu galvaudé. C'est important que chaque foyer s'occupe de soi. On a toujours tendance à vouloir courir, à aller, crier à travers telle chose. Mais en fait, si on s'occupe déjà de soi et qu'on met en place ce qu'il faut pour soi, on devient suffisamment fort pour après aller aider les autres et montrer d'autres modèles. Je dirais même qu'on rayonne sur les voisins. Moi, mes voisins, enfin, je parle de coopérative, je suis partie d'une coopérative alimentaire autogérée, c'est-à-dire que grosso modo, il y a des gens là dans la ville à côté de chez moi qui ont monté plusieurs coopératives, il y en a plusieurs, hein, où en fait on se regroupe, on crée une association et on commande ensemble chez des producteurs locaux. Alors quand je dis locaux, c'est beaucoup autour de chez nous, mais il y a aussi des producteurs locaux d'ailleurs. Par exemple, les fromages, on va les chercher dans le Jura parce qu'en Picardie, il y a rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va même chercher du café dans certaines productions éthiques dans d'autres pays, quoi. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on est capable, tous ensemble, d'acheter pour moins cher des produits de qualité, bio, choisis, de faire vivre les producteurs locaux. Et tout ça en réduisant la TVA, puisque de toute façon, comme on achète directement au producteur, il n'y a pas l'intermédiaire de la supermarché qui va nous surtaxer derrière. Donc, ça nous revient moins cher pour manger mieux, de meilleure qualité. Et en plus de ça, c'est une aventure humaine merveilleuse. C'est des coopératives qui réunissent 150, 200 personnes à chaque fois et qu'on peut reproduire à l'infini avec des sites internet qui expliquent comment faire sa coopérative, etc., etc. Donc voilà, pour moi, pour revenir au lien avec Mathias, on s'est rencontrés comme ça. Il propose un modèle sociétal, et on essaye de voir comment on peut matcher ensemble pour avancer, quoi. Parce que je pense qu'on a moyen de sensibiliser les gens ensemble. J'ai dérivé, Mathias, je te laisse. Désolée. Moi, j'ai une réponse pour les deux questions, celle sur l'autonomie et celle sur la complémentarité avec Céline. C'est par rapport à l'autonomie, on est un petit peu dans le ou, c'est-à-dire est-ce qu'on est connecté au monde ou est-ce qu'on est autonome? Et en fait, moi, je relie vachement ça au vivant de la vie quotidienne et aux savants des choses technologiques ou des échanges internationaux. Ou, je réalise ça vraiment sur cette dialectique-là, vivant, où en fait, quand on est sur la vie quotidienne, il faut vraiment beaucoup d'autonomie et on sait quasiment tout faire, hein, de la bonne santé, la bonne éducation, la bonne nourriture, on sait faire tout ça. Hein, les bonnes pratiques artistiques, tout ça, tout ce qui est de l'intelligence de la vie quotidienne et du vivant, on sait faire. Il faut aider l'autonomie à cet endroit-là. Et tout ce qui est du savant, là, il faut faire des alliances internationales, des recherches. Et en fait, il faut aussi que ça ait sa place. La question, c'est est-ce qu'on donne bien 50-50 de place ? 50 savants, 50 vivants. Et c'est là que ça commence à bugger. C'est quand le savant, il dit « moi, je vais contrôler le monde entier ». Là, d'un seul coup, ça fait que le vivant, il commence à être sur la défensive, hein, parce qu'il dit elle est où ma place à moi? Et en fait, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Hein. Quand on écoute Davos et compagnie, ils disent « nous, 4e révolution industrielle, on veut contrôler le monde entier avec les flux d'argent, avec la santé. Pour nous, c'est une seule santé et c'est vous qui prenez tous nos produits en automatique et sinon, c'est la prison. » Bon, je grossis un peu, mais on n'est pas loin. Et donc, là, il y a il y a vraiment cette histoire de c'est bien, savant et vivant, et c'est 50-50. Et le problème vient quand il y a des volontés de trust du savant. Or, bon, il y a plein de volontés de trust en ce moment. Elles sont anciennes, hein, elles remontent à Rothschild, Rockefeller, tous ces mecs-là sont fait gauler pour trust, violent, et ils continuent. Et du coup, comment on fait? Comment on fait avec ces volontés de trust? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être à tout prix anti-technologie ou anti-argent ou anti-international? Non. En fait, ce qui compte, c'est l'intention. Dans ce modèle donc de société que nous ont appris tous nos pionniers, ils nous disent en fait c'est 50-50 entre le savant et le vivant. Chacun fait comme il veut dans sa gestion. En tout cas, c'est 50-50 de territoire.
Et le problème il y a vraiment un problème, c'est quand le savant veut truster le monde. Voilà, c'est tout. Et effectivement, dans ce cas, c'est des méthodes un peu mafieuses. Hein. Truster le monde, c'est mafieux comme idée. C'est totalitaire comme idée. À partir du moment où il y a une volonté de trust, alors là, d'un seul coup, ça déstabilise tout et ça fait que c'est conflictuel. Mais a priori, dans l'absolu, on est censé partager les territoires du monde 50-50, 50 vivants, 50 savants. Tout à fait. Eh ben, merci en tout cas, merci pour la présentation de vos associations. Je rappelle que les spectateurs, on mettra les liens vers vos sites internet dans la description. Et puis, ça, c'était une première présentation, on va dire, des solutions possibles et surtout de Et vos est-ce que je peux juste, activités. j'ai oublié d'ajouter un rapide mot sur un site qui s'appelle Qui fait Oui. quoi, KIFAIT-KOI. Et en fait, ce site-là, on a essayé de, alors je dis on, c'est pas seulement les enfants phares, c'est né de tous les liens avec lesquels, des gens avec lesquels on est en lien. On a essayé de regrouper sur un site une bonne partie des solutions à échelle, on va dire, nationale, internationale. C'est-à-dire que c'est pas des solutions à échelle locale. Pour ça, il y a d'autres sites qu'on a d'ailleurs référencés sur Qui fait quoi. Et en fait, l'objectif, c'est que par thématique, si vous voulez aller dans la résilience alimentaire ou aller vers la protection des enfants ou alors vers la santé, etc., par thématique, vous pouvez trouver des sites internet qui vous mènent chez... c'est des initiatives qu'on a nous-mêmes, entre guillemets, testées, qu'on a nous-mêmes éprouvées et avec lesquelles on est en lien. Donc, on sait que ce sont des gens qui sont dans une bonne intention. Donc, voilà, ça permet de se mettre en lien avec les gens, ça permet de mettre en place des choses. Et Qui fait quoi est juste un outil qui est neutre, qui appartient à tous. Chacun peut mettre une annonce et proposer des initiatives. Nous, on s'assure juste après de se mettre en lien avec les gens pour savoir si elles sont bonnes. Voilà, c'était juste pour en parler rapidement. C'est pas vraiment les enfants phares qui ont fait ça, mais ça fait partie des choses qu'on promeut. Mais merci, Céline. Et ce qui est le plus important, c'est surtout de créer du lien et de pas rester seul, en fait. Voilà, c'est ce que je retiens de vos interventions. C'est, être solidaire et partager ces initiatives. Tout à fait. Et merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Merci de nous Mathias, avoir merci reçus. Céline. Avec Merci. plaisir. Et Merci. à bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Ouais.